c'était un mannequin, une Playboy Bunny. Laurie attirait les hommes. Mais la belle Bambi est-elle une meurtrière? Ils ont tiré une balle dans le dos de leur mère, comme pour une exécution. Elle était implacable. Ou bien n'est-elle qu'une victime? Elle disait qu'elle vivait un véritable cauchemar. Cette affaire va devenir incontrôlable. Il a voulu sauter de la voiture lancée à 100 km/h. J'étais dans tous mes états. Une fugitive était dans ma voiture. Cette histoire est carrément rocambolesque. Elle a dit, si vous saviez ce que je sais, la ville ne s'en remettrait pas. Pour Vanity Fair, les journalistes Bob Drury et Marnie Skip ont mené l'enquête. Leur récit a été publié dans les pages de Vanity Fair sous le titre « Bambi, victime ou coupable ». Le voici en images. Milwaukee, dans le Wisconsin. Il est 2 heures du matin dans un quartier résidentiel tranquille. Le jeune Sean Schultz, âgé de 11 ans, est terrifié. Quelqu'un est entré chez eux par effraction. Sean s'empare du téléphone et appelle un ami de la famille. Il décrit un homme d'environ 1,80 m portant un survêtement vert. Il portait une sorte de perruque avec une queue de cheval. Et il a dit à cet ami, « On a tiré sur maman ». Le garçon a dit avoir entendu un pétard. C'était en réalité le bruit de la balle tirée dans le dos de leur mère, comme pour une exécution. C'était étrange. La victime, Christine, était dans son lit, allongée sur le ventre. Elle était bâillonnée et avait les mains liées. Il y avait dans son dos un impact d'une balle de gros calibre. La balle est entrée par le dos et a fait éclater son cœur. Elle avait 2 jeunes enfants. J'ai des enfants moi aussi et je ne peux même pas imaginer. Leur souffrance est indescriptible. Je ne sais même pas s'ils s'en sont un jour remis. Christine Schultz a 32 ans. C'est une mère dévouée. Elle est l'ex-femme d'un policier, Alfred Schultz. Ils avaient divorcé seulement 6 mois auparavant. Le hasard a voulu que 2 des policiers arrivés sur la scène du crime pour enquêter soient Fred Schultz, l'ex de Christine, et son coéquipier. Bouleversé, Alfred Schultz réconforte ses 2 enfants, Sean et Shannon, traumatisés. Ils avaient tenté de soigner la blessure de leur mère avant d'appeler à l'aide. On ignore si c'est un cambriolage qui a mal tourné ou quelque chose de bien plus sinistre. Quelques-uns de mes collègues ont pensé à un meurtre prémédité. Il y avait beaucoup d'incohérences. Certains détails n'avaient pas de sens. Pourquoi était-elle ligotée? Pourquoi y avait-il un bandana dans sa bouche? Nous avons bien sûr considéré son ex-mari comme suspect potentiel. Il leur a dit où il se trouvait cette nuit-là. Son coéquipier et lui avaient été appelés sur un cambriolage. Les enquêteurs comprennent rapidement que quelque chose ne va pas avec l'alibi de Schultz. Il n'a pas dit toute la vérité. Schultz et son coéquipier ont menti sur l'endroit où ils étaient. Ils n'intervenaient pas sur un cambriolage. Ils étaient tous les 2 chez un ami à boire des coups alors qu'ils étaient en service. Fred Schultz a donc un bon alibi. Pour respecter la procédure, l'arme de service de Schultz ainsi que son arme personnelle sont tout de même envoyées au laboratoire médico-légal de l'État. Et il en est ressorti que c'était l'arme du crime. On l'a emmené au laboratoire et on lui a expliqué que c'était bien son arme qui avait servi pour le meurtre. Au retour, il a essayé de briser la vitre avec sa tête pour sauter de la voiture lancée à 100 km/h. Alfred Schultz jure ne pas avoir tué la mère de ses enfants. Une seule personne à part lui avait accès à cette arme. Sa nouvelle épouse, Laurentia Bembenek, dite Laurie, âgée de 22 ans. L'arme était cachée dans un sac de sport rangé dans leur penderie.
Nous avons commencé à enquêter sur elle. Et elle a dit que le soir du meurtre, elle était chez eux. Elle n'avait donc pas d'alibi. Elle soutenait fermement qu'elle n'avait pas tué Christine Schultz. Quand je l'ai interrogée, elle était très calme. Elle ne montrait aucune émotion, pas même de la nervosité. On fait attention à ce genre de choses quand on est policier. Une jambe qui tremblote, le clignement des yeux qui augmente. Elle était implacable. Laurie Bembenek est inculpée pour meurtre avec préméditation. Elle n'y croyait pas. Elle pensait que ça allait s'arranger. Fred Schultz défendait sa femme. Il disait « Non, Laurie n'aurait jamais pu tuer Christine ». Laurie Bembenek n'est pas une suspecte ordinaire. Comment une si jeune femme, sans passé violent, aurait-elle pu commettre un meurtre aussi atroce? Elle avait 22 ans et un petit air d'ingénue. Mais elle avait également un air de femme fatale, de croqueuse d'hommes. Il y avait un club Playboy à Lake Geneva dans le Wisconsin. Elle y travaillait comme serveuse et portait la tenue Playboy. Elle avait fait du mannequinat. Elle était grande, mince, magnifique. Elle avait 2 grandes sœurs. Elle avait grandi dans les quartiers sud de Milwaukee. Elle venait d'une famille catholique. Ses parents étaient des gens très bien. Son père a été policier puis charpentier. Laurie et moi étions dans la même école primaire. Comme on était les plus grandes, on devait toujours s'asseoir au fond de la classe. On est devenus les clowns de la classe. Elle a toujours été bonne élève. C'était une artiste et une musicienne de talent. Laurie Bembenek a 22 ans quand elle rencontre l'inspecteur Alfred Schultz, de 10 ans son aîné. Laurie a rencontré Fred dans un bar appelé Trax où des policiers se retrouvaient souvent. C'était un endroit branché. Fred était très extravagant. Il aimait sortir et faire la fête. Généralement, on ne voyait que lui. On le surnommait Disco. C'était une sorte de Don Juan, un grand séducteur. Laurentia trouvait qu'il était l'homme le plus sexy du monde, avec son allure d'inspecteur costaud. Elle est tombée sous son charme. Elle était amoureuse. Elle pensait pouvoir construire une vie avec lui. Je n'étais pas de son avis, mais je ne voulais pas ruiner son bonheur. Ça ne se fait pas de dire à sa meilleure amie « ça va mal se terminer ». 2 mois après leur rencontre, Laurie Bembenek et Alfred Schultz se marient. 4 mois plus tard, les inspecteurs lui cherchent un mobile. Pourquoi tuer l'ex de son mari? Pour l'accusation, Laurie Bembenek aimait vivre pleinement sa vie. Elle ne supportait pas que la moitié du salaire de son mari revienne à son ex-femme. Ce qui l'a poussée à se débarrasser de Christine Schultz. Laurie Bembenek aurait dit lors de soirées « J'aimerais que Christine soit morte. Quelqu'un devrait s'en débarrasser. » Pour le procureur, Laurie Bembenek est allée chercher l'arme, un Smith & Wesson dans le sac de sport. Selon le procureur, Laurie aurait enfilé un survêtement avant de partir du domicile qu'elle partageait avec Alfred pour aller chez la victime. Elle serait ensuite entrée, portant une queue de cheval et un bandana sur le visage, pour tuer Christine d'une balle dans le dos. Le procès démarre le 23 février 1982 et fait grand bruit dans les médias, en particulier lorsque les journalistes mettent la main sur les photos de pin-up de Laurie en Miss Mars d'un calendrier d'une marque de bière. L'accusé est alors surnommé Bambi. Les journaux en parlaient tous les jours. Le Milwaukee Journal en faisait ses gros titres. Il l'exploitait le plus possible. Elle était dans tous les médias du monde. Ils étaient intrigués par son physique, ses ongles vernis rouges, sa chevelure blonde, sa fougue. L'accusation met en avant 3 preuves. L'arme du crime trouvée chez elle, une mèche de ses cheveux apparemment retrouvée sur le bandana qui a servi de bâillon, et la perruque découverte dans son immeuble et qui correspond à la description de celle portée par le tueur.
On pensait que Bembenek avait jeté la perruque dans les toilettes. Il y avait une canalisation commune entre leurs deux immeubles, et l'un de leurs voisins a appelé le plombier pour ses toilettes bouchées. Le plombier regarde dans le tuyau d'évacuation et trouve une perruque. Les avocats qui défendent Laurie sont agressifs, surtout lorsque les seuls témoins, les enfants de Christine, Sean et Shannon, sont appelés à la barre. Le garçon a décrit le tireur comme étant musclé. Il affirme que ce n'est pas Laurie Bembenek qu'il connaissait. Pour lui, le tireur était un homme. À la barre, Laurie n'a pas vraiment arrangé sa situation. On aurait dit une statue. Elle parlait sur un ton monocorde. Elle ne renvoyait pas la sincérité ou la passion qui aurait pu l'aider à s'en sortir. Pendant plusieurs jours, le jury n'arrive pas à se décider. Puis, le 9 mars 1982, le verdict est rendu. We, the jury, find the defendant Laurencia Bembenek guilty of first-degree murder. Elle a été condamnée à la perpétuité. Pour moi, c'était une affaire vite résolue. Elle était seule chez elle avec l'arme. Alors qu'elle est conduite en prison, Laurie Bembenek assure qu'elle est non seulement innocente, mais qu'elle est victime d'un coup monté. C'était une machination. Les dés étaient pipés. Laurie Bembenek, âgée de 23 ans, est condamnée à perpétuité pour meurtre. Elle est incarcérée au centre correctionnel de Teshida, dans le Wisconsin. Elle est désormais connue comme la détenue 131-524A. Elle avait peur. Elle disait qu'elle vivait un véritable cauchemar. Et pour ne pas arranger la situation, le mari de Bembenek, l'inspecteur Alfred Schultz, cesse de lui rendre visite. Fred continuait de clamer l'innocence de Laurie, même après le verdict. Mais petit à petit, il a changé d'avis et a fini par être convaincu que Laurie Bembenek avait tué sa première femme, Christine. À la fin du procès, il est allé boire un verre dans un bar. D'après sa mère, il sortait avec d'autres gens. Il lui a envoyé un mot disant « Laurie, au revoir et bonne chance ». Puis il a demandé le divorce et a déménagé en Floride. Désespérée de prouver son innocence, Laurie commence à rédiger une première lettre d'appel. Elle voulait faire appel et obtenir un nouveau procès parce qu'elle était convaincue que la police de Milwaukee l'avait accusée à tort. En réalité, Laurie Bembenek avait auparavant fait partie de la police. C'était son rêve. Elle avait été acceptée à l'académie de police de Milwaukee. C'était le plus grand moment de sa vie. Laurie admirait son père qui était officier de police. Elle en était très fière. Mais après seulement quelques mois en tant que jeune recrue, Laurie est renvoyée. Lors d'un concert avec son amie Judy Zess, Judy a été surprise en train de fumer de la marijuana. Laurie a également été accusée, mais elle a nié. Ils ne l'ont pas écoutée et l'ont renvoyée. Ce renvoi la met hors d'elle. Elle se dit victime de discrimination. Ils ne voulaient pas que des femmes entrent dans leur club de machos. Pourquoi est-ce qu'une femme prendrait le travail d'un homme ? Laurie met la main sur des photos de policiers pendant un pique-nique. Des hommes et des femmes dansent complètement nus sur des tables. On voit de la cocaïne, de l'alcool, et tout ça en présence d'enfants. Elle se rend au bureau des affaires internes et leur dit « Vous m'avez licencié sur des rumeurs mensongères. Alors qu'allez-vous faire pour eux ?» La police de Milwaukee n'agit pas. Mais lorsque des agents fédéraux entendent parler des accusations de Bembenek, ils ouvrent une enquête sur le service. Elle a été contactée par un avocat du département de la justice. Il soupçonnait les autorités de Milwaukee de recevoir des fonds pour encourager l'embauche de femmes et de populations minoritaires qu'ils licenciaient au cours de leur période d'essai. La police de Milwaukee réfute ces accusations.
Il n'y avait aucune trace de ça dans le service. Ça ne tenait pas debout. Et voilà que des rats morts apparaissent sur son pare-brise. Sa voiture est rayée avec des clés. Elle était sûre qu'il la détestait, qu'il dissimulait la vérité et que ça durait depuis des années. Mais cette enquête s'est effondrée quand elle a été condamnée. D'après la justice, la condamnation pour meurtre de Laurie Bembenek a mis un terme à leur enquête. Après 8 ans d'emprisonnement, la vie de Laurie Bembenek est au point mort, tout comme ses appels en justice. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Dominique Guglielto. La sœur de Dominique était en prison pour une histoire de drogue. C'est en rendant visite à sa sœur qu'il l'a rencontrée. Tout le monde remarque Laurencia, moi y compris. Je l'avais trouvée très belle, ravissante. Dominique était le genre d'homme de Laurie. Il aimait la nature, il était sexy. Quand je l'ai rencontrée à Téchida, je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai demandé « Est-ce que tu as tué Christine Schultz ?» Et elle m'a répondu « Non, je ne l'ai pas tuée. » Peu de temps après, Laurie et Dominique commencent à s'écrire et à se téléphoner. Elle m'envoyait des dessins. On est tous les deux lions, alors elle m'a envoyé le dessin d'un lion et je vais vous montrer. J'en ai fait un tatouage et son nom était inscrit juste là. Je sentais qu'elle m'aimait autant que je l'aimais. Dévoué à Laurie, Dominique la voit peu à peu sombrer dans le désespoir. Ses 2 premières demandes d'appel ont été rejetées. Et le 20 juin 1990, la décision concernant la 3e et dernière demande d'appel de Bembenek est rendue. Il n'y avait que des cris et des larmes après le rejet de sa demande. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire pour te sortir de là? Elle m'a regardé et m'a demandé, tu ferais ça? Tu m'aiderais à m'échapper? Un oui a fini par sortir de ma bouche. Il est 21h25. Comme chaque soir, les surveillants font leur ronde d'inspection. Laurie Bembenek est introuvable. Laurie s'est faufilée à travers une fenêtre de la buanderie. À la faveur de l'obscurité, Laurie court jusqu'à la clôture. Elle a traversé le terrain en courant pour atteindre les bois. Elle a enroulé sa ceinture autour des barbelés et en voulant passer au-dessus, elle s'est coupée à la jambe. Pendant ce temps, moi, je descends Golf Course Road en conduisant doucement. Et je fais des appels de phare pour qu'elle sache que c'est moi. Vous n'imaginez pas l'adrénaline que j'ai ressentie quand elle est montée dans la voiture. Elle m'embrassait. Mais j'étais dans tous mes états parce qu'une fugitive était dans ma voiture. Ils se font passer pour des jeunes mariés en lune de miel. Ils traversent la frontière canadienne en voiture. On s'est arrêté 3 kilomètres plus loin et on a fêté ça. Rapidement, grâce à leur nouvelle identité, ils débutent leur nouvelle vie au Canada et trouvent du travail dans un petit restaurant de Thunder Bay dans l'Ontario. Nous étions Anthony et Jennifer Gazana. Elle adorait Thunder Bay. C'est une ville très sympa. Elle est entrée dans un restaurant qui se trouvait en face d'un commissariat et elle est devenue serveuse. Laurie en avait une vision idyllique. De longues promenades au clair de lune, des pique-niques en pleine nature. On aimait cette liberté. Elle souriait tout le temps. Pour les autorités du Wisconsin, Laurie Bembenek est une meurtrière en liberté.
Les nouvelles de son audacieuse évasion font d'elle une héroïne populaire, une figure médiatique internationale. Les tabloïds la surnomment Bambi, la reine des glaces blondes. Et beaucoup sont convaincus de son innocence. Les médias n'en avaient jamais assez. Il y avait des t-shirts avec inscrit « Cours Bambi, cours ». Elle a vraiment adoré. Parce qu'ils ont réussi leur coup, attirer l'attention sur son affaire. En octobre 1990, 3 mois après que Laurie et Dominique ont passé la frontière, une touriste à Thunder Bay reconnaît la serveuse blonde apparue dans une émission sur les criminels américains. La Gendarmerie royale du Canada procède à l'arrestation de la célèbre meurtrière en cavale, Bambi. On savait que cette cavale ne durerait pas éternellement. On le savait quand on s'est embarqué là-dedans. Dominique Guglielto est condamné à 1 an de prison pour avoir participé à l'évasion d'une criminelle. J'ai l'impression que Laurencia s'est servie de moi pour s'évader. Elle a retrouvé sa liberté et je n'ai plus entendu parler d'elle. C'est blessant. Je comprends pourquoi elle l'a fait, mais c'est tout de même blessant. Inculpée au Canada, Ben Bennek continue d'insister qu'elle n'a jamais tué personne. Mais peut-elle le prouver ? Le monde entier parle de l'évasion spectaculaire d'une meurtrière que les tabloïds ont surnommée Bambi. Les journalistes de Vanity Fair, Marnie Skip et Bob Drury ont suivi son histoire depuis le début. Marnie travaillait déjà sur l'affaire quand Ben Bennek a été condamné à la perpétuité. Je connaissais bien son histoire. Pour moi, c'était une légende. Et donc, quand 10 ans après Laurencia s'évade, cette histoire fait de nouveau la une des journaux. Et je me suis dit, si on peut rencontrer Laurie Bembenek dans sa prison canadienne, on a notre article. Ben Bennek accepte de rencontrer les journalistes. La rencontre a lieu dans un parloir sous haute sécurité. On est entré dans la pièce et dès que j'ai croisé son regard, j'ai compris qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle est calculatrice et très maligne. Laurie faisait de l'effet aux hommes. Il y avait une sorte d'attirance qu'elle dégageait, comme une vague de phéromones qui attirait les hommes. Elle jetait toujours des regards à Bob. Elle voulait attirer son attention. Elle flirtait avec lui. En tant que femme, c'est quelque chose dont on se rend compte. Ben Bennek révèle aux journalistes qu'elle est ravie qu'un avocat canadien réputé ait accepté de la représenter. Frank Marocco était un avocat du droit de l'immigration très réputé au Canada. J'ai d'abord demandé qu'elle passe au détecteur de mensonges. Et je voulais que ce test soit réalisé par un expert qui travaillait pour l'armée canadienne. Il m'a dit que, d'après lui, elle disait la vérité. Laurie Ben Bennek doit être expulsée vers les États-Unis pour retourner en prison à vie. Mais Frank Marocco, auteur d'un livre traitant des lois sur l'immigration faisant autorité dans le domaine, met au point un plan original. Elle avait perdu ses 3 demandes d'appel. Donc pour lui, la seule manière de ne pas la renvoyer dans une prison au Wisconsin était de lui donner le statut de réfugié injustement persécuté. Laurie avait déclaré que la police de Milwaukee était un nid de débauche et de corruption et que les policiers avaient décidé de lui faire porter le chapeau pour le meurtre de Christine Schultz.
C'était Laurie Benbenek qui avait divulgué les photos des policiers nus faisant la fête à proximité de mineurs. Elle était le principal témoin dans l'enquête fédérale qui visait le service. À l'époque, je pensais que notre système était bien réglé, bien huilé. J'avais tort. Le détective privé Ira Robbins est convaincu que Laurie Benbenek est victime d'un complot. Il travaille sur cette affaire depuis 1984, souvent gratuitement. C'est mon métier de résoudre ce genre d'affaires. Alors, c'est ce que j'ai fait. Monsieur Robbins était très investi dans cette enquête. Il avait des caisses de documents qu'il avait apportés pour qu'on les examine. Robbins et Marocco ont une liste de preuves douteuses présentées lors du premier procès de Laurie, comme cette mèche de cheveux blonds qui aurait été trouvée sur le bandana que le tueur avait utilisé comme bâillon. Quand le médecin légiste a analysé les cheveux sur la scène de crime, elle n'a pas trouvé de mèche blonde. Elle l'a indiqué dans son rapport, et pourtant, comme par magie, une mèche blonde est apparue au cours du procès dans le sac scellé. Comment cette preuve avait-elle pu apparaître d'un coup? Ça semble être une fausse preuve. Il y a également la perruque du meurtrier, retrouvée dans la tuyauterie de l'immeuble de Benbenek. L'hypothèse était que mademoiselle Benbenek avait jeté la perruque dans les toilettes et qu'elle s'était retrouvée coincée dedans. Un voisin de Fred et Laurie affirme que l'ami du couple, Judy Zess, pourrait être impliqué, même s'il intéressait dément. Elle a dit que Judy Zess était la dernière personne à avoir utilisé la salle de bain. Et le jour suivant sa visite, les toilettes sont bouchées. Certains détails troublants apparaissent dans le témoignage de Zess. Apparemment, Zess aurait révélé plus tard qu'on l'avait persuadé d'accuser Benbenek. Zess a signé une déposition où elle affirme avoir été intimidée par la police. Enfin, il y a l'arme du crime, l'arme personnelle d'Elfred Schultz, qui, d'après le juge et les jurés, était l'élément principal de l'affaire. Marocco fait appel à une équipe d'experts pour comparer la taille et la forme du canon du revolver à la blessure sur le dos de Christine Schultz. D'après le docteur John Hillsdon Smith, pathologiste en chef et témoin au cours de nombreux procès en Ontario, la trace laissée sur le corps était plus de 2,5 fois plus grande que le canon de la soi-disant arme du crime. 4 spécialistes de renom ont affirmé que c'était totalement impossible que ce soit l'arme du crime. Si l'arme présentée comme l'arme du crime n'est pas l'arme du crime, il n'y a plus rien dans le dossier pour accuser Laurie Benbenek. À Milwaukee, le procureur général reçoit les accusations de Laurie et les nouvelles preuves. Il y avait tellement de pression que la police de Milwaukee a dû rouvrir l'enquête qui ne tenait pas la route. En examinant la collecte des preuves pour la première enquête, un juge découvre de graves dysfonctionnements. En fait, Frank Marocco a tout bonnement accusé la police de Milwaukee et le système judiciaire. Je pense que la police de Milwaukee et le bureau du procureur voulaient juste en finir avec cette affaire une bonne fois pour toutes. Le procureur propose un arrangement à Laurie Benbenek. Ils acceptaient d'annuler la condamnation pour meurtre avec préméditation si elle acceptait de plaider coupable pour homicide volontaire. C'était l'arrangement. Elle plaidait coupable pour homicide volontaire et elle était libérée à la fin de sa peine. Elle avait peur que son père meure sans qu'il sache qu'elle avait été libérée. Elle voulait qu'il sache que c'était terminé et qu'elle était libre. En
En décembre 1992, Laurie Benbenek, la blonde devenue brune, réapparaît pour rencontrer la presse américaine pour la première fois depuis plus de 10 ans. I just wanted to say how grateful I am to the team of lawyers and all my other supporters that have worked so hard for so many years and never gave up even when I felt like it. And this is just the best day of my life. Certains se demandent pourquoi elle a accepté cet arrangement alors qu'elle clame son innocence depuis des années. Mais ses proches comprennent sa décision. On lui avait volé 11 ans de sa vie. Elle se disait, est-ce que ça vaut encore la peine de se battre? Quoi qu'il en coûte, sortez-moi de là. Laurie Benbenek retrouve sa liberté. Mais une question persiste. Qui est le vrai meurtrier de Christine Schultz? Le problème, c'est que si elle est innocente, quelqu'un d'autre est coupable. L'élément clé qui avait fait condamner Laurie Benbenek a été discrédité. Désormais, les journalistes de Vanity Fair ont une seule question. Si Laurie n'a pas tué Christine Schultz, qui est le meurtrier? L'un des points les plus étranges de cette histoire, c'est que 35 jours après le meurtre de Christine Schultz, Judy Zess a été cambriolée. Judy Zess was robbed. Il y avait des similitudes entre le cambriolage de Judy Zess et le meurtre de Christine Schultz. Les deux victimes avaient été attachées et menacées d'une arme. Les faits étaient presque identiques. L'individu portait un survêtement vert et une perruque blond foncé attachée en queue de cheval. Exactement le même mode opératoire. Ils ont arrêté le suspect, Fred Orenberger. Fred Orenberger a des antécédents de meurtre et de braquage à main armée. Laurie Benbenek soutient qu'Orenberger est le meurtrier de Christine Schultz. Et que quelqu'un l'avait engagé pour ça. Quelqu'un au sein de la police de Milwaukee. Mon père était policier, donc je savais que les policiers n'étaient pas toujours des saints. Les policiers et les dealers sont allés à l'école ensemble. C'est une petite ville. Ils sont tous allés dans les mêmes bars, comme le Trax. C'était une sacrée époque. C'était les années 70-80. Il y avait des lignes de cocaïne sur le bar. Ils faisaient venir des prostituées. Fred Orenberger et Fred Schultz fréquentaient les mêmes personnes au bar, mais il a tenté de minimiser leur relation. Benbenek raconte à Marnie Inskip que Schultz a un passé violent. L'avocat du divorce de Christine raconte qu'elle est venue le trouver un jour pour lui dire que Fred l'avait battu et que vivre avec lui était un enfer. Des rapports de police indiquaient que Christine Schultz avait peur de son mari. Elle pensait qu'il pourrait la tuer. L'avocat de Christine raconte que Fred était énervé que cette femme vive avec ses enfants dans la maison qu'il avait lui-même bâtie. Et pour ne pas arranger les choses, elle allait épouser un autre policier. Ça l'a fait bouillir de rage. Laurie a clairement dit qu'elle croyait que son mari, Fred Schultz, avait engagé quelqu'un pour tuer sa première femme, Christine Schultz. En réalité, Benbenek est persuadé que Schultz a payé Fred Orenberger pour tuer son ex-femme et que ses collègues l'ont aidé à maquiller le meurtre. Le titre de notre article est « Bambi, victime d'un coup monté ». Pour moi, ça ne fait aucun doute. Tous les policiers du service, qu'ils soient droits, corrompus ou pas concernés par cette affaire, savaient ce qui se passait d'une manière ou d'une autre. Comme l'analyse balistique montre que le rapport qu'il avait fait condamner est faux, on pense à un coup monté. L'affaire était trop importante pour qu'on tente des choses aussi insensées.
Il n'y a pas eu de dissimulation. Encore aujourd'hui, Fred Schultz dément toute implication. Il a démenti avec virulence avoir un lien avec la mort de Christine Schultz. Elfred Schultz réfute toute implication dans une telle entreprise. Fred Orenberger meurt en 1991 au cours d'un autre braquage à main armée. La police n'a pas révélé si Orenberger avait été interrogé sur le meurtre de Christine Schultz. Puis, des années après la condamnation de Lori Benbenek, son ancien ami tient des propos troublants au cours d'une déposition. Judy Zess a déclaré « Si vous saviez ce que je sais, la ville ne s'en remettrait pas ». En enquêtant sur l'histoire de Lori Benbenek, les journalistes de Vanity Fair mettent la main sur une étonnante déclaration d'un témoin, une ancienne amie, Judy Zess. Elle intervenait au cours d'une demande d'appel. Judy Zess a fait plusieurs déclarations, comme « Si vous saviez ce que je sais, vous n'en reviendriez pas ». Zess déclare savoir qui est le véritable meurtrier de Christine Schultz. Mais elle refuse d'en dire plus ou de révéler l'identité du tueur. Elle a refusé les demandes d'interview. Pourtant, beaucoup pensent que justice n'a pas été faite, y compris le juge du premier procès. I am convinced that the public will never know or find out in absolute terms who fired the shot that killed Christine Schultz. Cette histoire est carrément rocambolesque. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas certaine de ce qui s'est passé. Et je ne suis pas sûre que quiconque le sache. Il existe peut-être encore une preuve qui permettrait de savoir qui a appuyé sur la gâchette il y a plus de 30 ans. Des traces de sang et de sperme avaient été découvertes sur la scène du crime, mais n'avaient jamais été mentionnées à l'époque. Le sérologue avait prélevé des échantillons sur le corps de la victime et il avait indiqué qu'aucune trace de sperme n'avait été trouvée. En réalité, il y en avait sur 6 des 8 échantillons. Ça a été dissimulé. Il y avait du sang, des traces d'actes sexuels, et ça n'a jamais été mentionné au procès. Quelle conclusion en tirez-vous ? Ils ne voulaient pas résoudre le crime. Ils voulaient juste couvrir leurs arrières. Il est plus facile d'identifier l'ADN aujourd'hui. Donc, j'aimerais faire une analyse pour enfin conclure cette enquête. Ce serait génial. Je suis sûre qu'il y a des preuves. En attendant les résultats, la question reste entière sur l'identité de l'assassin de Christine Schultz. Mais Lori Benbenek, dite Bambi, ne verra jamais son nom blanchi. En novembre 2010, elle meurt à l'âge de 52 ans d'une insuffisance hépatique. Certains disent que c'est sa condamnation qui a laissé de graves séquelles. C'est une histoire triste. Je pense qu'elle était complètement à bout. Elle était épuisée par la vie. Elle s'est battue jusqu'à la fin pour prouver son innocence. Elle voulait sauver son honneur. Je suis sûr que Benbenek était l'agresseur. Je pense qu'elle aurait dû passer plus de temps en prison parce que c'était un assassinat. Pendant les 18 mois où j'ai travaillé avec Benbenek, j'ai appris beaucoup sur elle. Elle était très intéressée par les sujets féministes. Et pour moi, c'est impossible qu'une femme avec cet état d'esprit puisse décider d'entrer chez une autre femme pour la tuer. Lori a toujours eu besoin qu'on prouve son innocence. Et c'est toujours le cas, même après sa mort. Il faut que le tueur de Christine paie pour son crime. En fin de compte, on ne sait pas vraiment qui a tué Christine Schultz.
Je voudrais savoir. J'aimerais vraiment savoir.